Our first guest tonight is the most powerful movie star in the world, the only Tom Cruise. Bon. Je suis monté dans une voiture par ce temps-là. Je crois que nous l'avons tous fait. Bon, d'accord? C'est assez proche. Chaque jour est assez excitant. Chaque jour est passionnant. Chaque jour. Parce que chaque jour est un peu fou parfois. Surtout un film de mission. Tom Cruise est connu pour ses cascades. Russell Crowe est connu pour ses rôles intenses. Mais lorsque ces deux icônes se sont rencontrées, les choses ne se sont pas déroulées sans heurts. Des disputes sur le tournage aux années de tensions personnelles. Leur histoire est celle que Hollywood a essayé de taire. Aujourd'hui, Russell Crowe brise son silence et révèle ce que c'est vraiment que de travailler avec l'un des acteurs les plus célèbres du monde. Tom Cruise est devenu une star mondiale en 1986 avec Top Gun, où il incarnait le pilote audacieux Pete Maverick Mitchell. Le film a rencontré un énorme succès, avec 357 millions de dollars de recettes pour un budget de seulement 15 millions. Les fans ont adoré son personnage cool et confiant, et l'impact du film a été tel que les ventes de lunettes de soleil Ray-Ban Aviator ont bondi de 40% après sa sortie. En 1996, Cruise a pris en main Mission Impossible, une franchise qui allait définir sa carrière. En près de 3 décennies, il a joué et produit 7 films de la série, qui ont rapporté plus de 35 milliards de dollars dans le monde. Cruise a veillé à ce que les films soient remplis de cascades palpitantes et réalistes au lieu de s'appuyer sur des effets spéciaux. Cette approche pratique a permis à la série de rester fraîche et passionnante. Et aucun autre acteur n'a réussi à diriger une franchise d'action aussi longtemps. L'engagement de Cruise envers les cascades est légendaire. Dans Mission Impossible Dead Reckoning, partie 1, il a sauté d'une falaise à moto et a fait un base jump dans un ravin. Il lui a fallu 6 mois d'entraînement et plus de 500 sauts d'entraînement pour se préparer à ce moment unique. Dans Rogue Nation, il a retenu sa respiration sous l'eau pendant 6 minutes. Bien plus longtemps que la plupart des gens ne pourraient même l'imaginer. Et dans Fallout, il a effectué un Halo Jump, un saut en parachute militaire dangereux à 25,0 pieds d'altitude. Ces cascades sont devenues la marque de fabrique de sa carrière, prouvant sa détermination à offrir des scènes d'action à couper le souffle. Mais Cruise n'est pas seulement une star de l'action. Il a également montré son talent d'acteur dans des rôles dramatiques. Dans Jerry Maguire, il incarne un agent sportif qui tente de concilier succès et amour. Le film lui vaut un Golden Globe et une nomination aux Oscars, tout en engrangeant 273 millions de dollars au box-office. Plus Tote, dans Des hommes d'honneur. Il se mesure à Jack Nicholson dans un drame judiciaire, prouvant qu'il peut capter l'attention grâce à des dialogues intenses et à l'émotion. Le succès de Cruise ne se limite pas aux critiques élogieuses. Il domine le box-office comme peu d'autres. Plus de 30 de ses films ont rapporté plus de 100 millions de dollars chacun. Et ces films ont rapporté plus de 12 milliards de dollars dans le monde entier. Même après plusieurs décennies de carrière, il continue de battre des records. En revanche, Russell Crowe a connu un grand succès grâce à 2 films australiens très différents qui ont montré à quel point il était talentueux. En 1992, il a joué Hando, un dangereux néo-nazi dans Romper Stomper. Son interprétation est si puissante que les gens le comparent à Malcolm McDowell dans Orange Mécanique. Ce rôle lui vaut un prix du meilleur acteur en Australie et attire l'attention de tous. 2 ans plus tard, il se prend tout le monde en incarnant un plombier gay et gentil nommé Jeff Mitchell dans The Sum of Us. Ce rôle a révélé une toute autre facette de lui, douce, émotive et attentionnée. Le film a bien marché en Australie et a remporté des prix pour son scénario. Hollywood n'a pas pu s'empêcher de le remarquer. Une fois à Hollywood, Crowe est devenu inarrêtable. De 1999 à 2001, il a été nommé 3 fois aux Oscars pour The Insider, Gladiator et A Beautiful Mind. Il a remporté l'Oscar pour Gladiator, où il incarnait Maximus, un guerrier qui se bat pour la justice. Le film a été un énorme succès, engrangeant plus de 465 millions de dollars et remportant 5 Oscars, dont celui du meilleur film. Il a ensuite joué John Nash, un mathématicien brillant mais perturbé dans Un homme d'exception. Ce rôle lui a valu encore plus de récompenses, comme un Golden Globe et un BAFTA. Crowe a même marqué l'histoire en jouant dans 2 films récompensés par l'Oscar du meilleur film.
Gladiator est un homme d'exception. Dan's the Insider. Il est allé encore plus loin en prenant 16 kilos et en changeant complètement son apparence, montrant jusqu'où il était prêt à aller pour un rôle. Mais Crowe ne se résume pas seulement à jouer. En 2014, il réalise son premier film, The Water Diviner. C'est un drame historique qui a été très apprécié et qui a remporté des prix en Australie. Crowe est également musicien. Au fil des années, il a fait partie de groupes comme Trent, Odd Foot of Grunts et Indoor Garden Party. En 2024, son groupe The Gentleman Barbers a donné un concert incroyable à Leeds, reprenant des chansons de Nick Cave et Leonard Cohen. L'amour de Crowe pour la musique a commencé quand il était jeune. Il a même chanté dans la rue pour gagner de l'argent et a sorti un single intitulé I Just Wanna Be Like Marlon Brando. La musique a toujours fait partie intégrante de sa personnalité. À l'été 1992, Russell Crowe et Tom Cruise se sont rencontrés pour la première fois lors d'un barbecue informel à Sydney. L'événement, animé par Naomi Watts, a réuni un petit groupe d'acteurs et de professionnels du cinéma. À l'époque, Crowe était une étoile montante du cinéma australien, qui commençait tout juste à être reconnu. Cruise, Louis, était déjà une icône mondiale, marié à Nicole Kidman et l'un des acteurs les mieux payés au monde. C'est Nicole Kidman qui a fait les présentations. Elle avait suivi le travail de Crowe dans les films australiens et admirait son talent. Au barbecue, elle a personnellement amené Cruise pour le rencontrer. Crowe a déclaré plus tard que cela semblait être plus qu'une simple rencontre informelle. Kidman avait déjà vanté le travail de Cruise, lui montrant même certains de ses films au préalable. Il était clair qu'elle pensait que les deux s'entendraient bien, et elle avait raison. Ce qui avait commencé comme une conversation amicale s'est transformé en une conversation profonde qui a duré des heures. Étonnamment, Cruise, malgré sa célébrité, avait pris le temps de regarder les films de Crowe comme le feraient L'épreuve et les tâches. Il a posé à Crowe des questions réfléchies sur son processus d'acteur et sa vie dans le cinéma australien. Pour Crowe, ce fut un moment surréaliste. Lorsque Russell Crowe a parlé de son nouveau film, The Water Diviner, il a raconté une brève conversation qu'il avait eue avec Tom Cruise. Crowe a expliqué comment le sujet de la scientologie était devenu naturellement entre eux. Tout a commencé lorsque Crowe se trouvait dans un magasin de vidéos et a remarqué une offre spéciale de 2,50 $ sur une vidéo sur la scientologie. Par curiosité et en signe d'amitié envers Kidman, il a décidé de la regarder. Plus tard, lors d'une conversation avec Cruise, Crowe en a parlé. Il a admis qu'il n'était pas sûr de la réaction de Cruise, mais qu'il avait été agréablement surpris par la décontraction et le respect dont il faisait preuve à ce sujet. Ils ont discuté un moment, mais ce qui a vraiment marqué Crowe, c'est la façon dont Cruise a mis fin à la discussion. Au lieu d'essayer de le persuader ou de lui imposer ses convictions, Cruise a simplement dit « Si c'est important pour toi, mec, tu feras quelque chose à ce sujet. » Cette phrase a laissé une impression durable sur Crowe, qui est reparti en pensant que Cruise était un homme vraiment cool et réaliste. En 2000, un Hollywood a été secoué lorsque Tom Cruise et Nicole Kidman ont mis fin à leur mariage de 10 ans. Lorsque le divorce a eu lieu, Russell a dû faire un choix difficile. Il était ami avec eux deux depuis près d'une décennie, mais il avait décidé de soutenir Nicole. L'équipe de Tom avait même essayé de convaincre Russell de garder ses distances avec elle. Mais Russell avait refusé et leur avait dit de reculer. Pour Russell, il ne s'agissait pas seulement de prendre parti. Il considérait Nicole comme un membre de sa famille et se sentait protecteur envers elle. Cette décision a cependant créé un fossé entre lui et Tom qui ne s'est jamais vraiment refermé. Les choses sont devenues encore plus gênantes lorsque Russell a fait une blague sur le fait de faire partie du règlement de Nicole après le divorce. La blague était censée être drôle, suggérant qu'il avait naturellement rejoint l'équipe Nicole, mais elle n'a pas eu le succès escompté. Bien que Russell ait déclaré plus tard que le commentaire provenait d'un sentiment d'affection pour Tom et Nicole, cela n'a fait qu'empirer les choses. Des années plus tard, cette tension est réapparue lorsque Tom et Russell ont travaillé ensemble sur La Momie en 2017. C'était la première fois qu'ils jouaient ensemble, mais les choses n'étaient pas très amicales. Leur partenariat à l'écran comprenait une scène marquante, un combat brutal entre leurs personnages. Le tournage de cette scène a duré 4 jours entiers. Les deux acteurs, bien qu'âgés d'une 50aine d'années, ont insisté pour faire toutes leurs cascades eux-mêmes. Au cours de la bagarre, ils se sont écrasés contre les murs, les vitres et les tables, détruisant complètement le décor.
L'équipe de production craignait qu'il ne se blesse, mais ni Cruise ni Crowe n'ont voulu reculer. En dehors des caméras, la tension était impossible à ignorer. Crowe aurait eu du mal à supporter Cruise pendant le tournage, de vieilles rancunes ajoutant à la tension. Le plateau s'est divisé. Certains soutenaient Crowe, qui avait une vision claire du film, tandis que d'autres se rangeaient du côté de Crowe, qui préférait une approche plus traditionnelle, axée sur les personnages. Leurs différentes façons de travailler se heurtaient constamment. Crowe se concentrait sur la profondeur et la narration, tandis que Cruise insistait sur une action rapide. Les membres de l'équipe ont même commencé à documenter leurs désaccords, car les disputes étaient devenues très fréquentes. Une grande partie du problème était le contrôle que Cruise exerçait sur l'ensemble de la production. Son contrat lui donnait le pouvoir d'approuver les scripts, de superviser le montage et d'effectuer des changements majeurs. Il a même fait appel à ses propres scénaristes pour réécrire le film, en le centrant davantage sur son personnage. Le projet a également fait ressurgir de vieilles émotions. Crowe était proche de Kidman depuis des années, et travailler avec Cruise signifiait revisiter une partie de cette histoire commune. Crowe a reconnu la complexité de la relation dans des interviews, en disant « Toute fin d'une relation comme celle-là est difficile. Mec, cela a dû être dur pour eux deux. Leur relation est l'une des plus uniques d'Hollywood. » Tout a commencé par une admiration, a connu des moments difficiles après le divorce de Cruise et a finalement abouti à une collaboration professionnelle. Mais ce n'était pas le seul cas étrange dans la carrière de Tom Cruise. En 2005, une dispute très publique entre Tom Cruise et Brooke Shields a suscité de nombreux débats sur la dépression postpartum. Tout a commencé lorsque Shields a publié ses mémoires, Down Came the Rain. Elle y parle de la difficulté de la vie après la naissance de sa fille, Rowan. Shields souffrait de dépression postpartum et expliquait comment l'antidépresseur Paxil l'avait aidé à se sentir mieux. Tom Cruise n'était pas d'accord avec son choix. Lors d'une célèbre interview sur le Today Show avec Matt Lauer, Cruise a déclaré qu'il était irresponsable pour Shields de prendre des antidépresseurs. Il a affirmé qu'il ne fonctionnait pas et a suggéré à la place des vitamines et de l'exercice. Il a même attaqué la carrière de Cruise en lui demandant « Où est passée sa carrière ?» Cela a bouleversé de nombreuses personnes, en particulier les femmes qui ont connu des difficultés similaires. Shields n'a pas laissé les commentaires de Cruise sans réponse. Elle a écrit un article audacieux dans le New York Times, demandant à Cruise de s'en tenir à sauver le monde des extraterrestres et de laisser les décisions concernant la dépression postpartum aux femmes qui en souffrent. Elle a également souligné quelque chose d'évident. Je suppose que messieurs, Cruise n'a jamais souffert de dépression postpartum. Sa réponse a été cinglante. Mais elle a également montré à quel point ce problème était grave pour tant de personnes. Un an plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Cruise s'est rendu chez Shields pour s'excuser en personne. Il a dit qu'il était désolé pour les choses blessantes qu'il avait dites, même si son opinion sur les antidépresseurs n'a pas changé. Shields a accepté ses excuses et, peu de temps après, elle a même été invitée au mariage de Cruise avec Katie Holmes en Italie. Pendant ce temps, Thandie Newton a eu du mal à travailler avec Tom Cruise sur Mission Impossible 2 dans une interview. De 2020, elle a parlé d'un tournage de nuit en Espagne en 2000 qui s'est transformé en cauchemar. C'était censé être une simple scène sur un balcon, mais les choses ont rapidement dégénéré. La scène était déjà difficile à filmer. Les personnages de Newton et Cruise étaient censés se disputer, mais le réalisateur, John Woo, ne parlait pas anglais sur le plateau. Les acteurs n'avaient donc que peu d'aide, et la tension ne cessait de monter. Cruise n'était pas satisfait de la façon dont Newton agissait dans la scène. Au lieu de travailler calmement sur la question, il a suggéré qu'ils échangent les rôles. Newton jouerait son personnage et lui celui de Newton. Il pensait que cela pourrait l'aider. Mais pour Newton, cela ne faisait qu'empirer les choses. Elle se sentait terrifiée et en insécurité, comme si elle faisait tout de travers. Newton se souvenait avoir remarqué quelque chose d'étrange chez Cruise cette nuit-là. Au début du tournage, il avait une petite tache rouge sur le nez. À la fin de la soirée, elle s'était transformée en un gros point blanc. Pour elle, c'était comme un symbole de son propre stress qui s'amplifiait au fur et à mesure que la nuit avançait. Une fois le film terminé, Newton s'est senti très mal. Elle a parlé à un autre réalisateur, Jonathan Demme, et s'est reproché ce qui s'était passé. Plus tard, Cruise l'a appelé et elle a pensé qu'il pourrait s'excuser. Au lieu de cela, il lui a dit qu'ils allaient refaire la scène. Pendant le tournage,
Elle lui a donné ce qu'il voulait, une performance de Garce Alpha. Mais elle ne pensait pas que ce soit la meilleure façon d'obtenir un bon jeu d'acteur de la part de quelqu'un. En juillet 2022, Mickey Rourke a fait sensation lors de son apparition dans Piers Morgan Uncensored. Au cours de l'interview, il a critiqué Tom Cruise d'une manière qui a choqué Hollywood. À l'époque, Cruise célébrait un grand moment de sa carrière, Top Gun. Maverick venait de rapporter plus d'1 milliard de dollars au box-office. Mais Rourke a minimisé le succès de Cruise, affirmant que cela n'avait aucune importance. Et il l'a même qualifié d'insignifiant. Il a fait valoir que la carrière d'acteur de Cruise, qui s'étendait sur 35 ans, manquait de profondeur et de valeur artistique. Pour Rourke, être un grand acteur ne signifie pas faire des films à succès. Il s'agit de prendre des risques et de se transformer pour chaque rôle. D'ailleurs, Tom Cruise et Matt Lauer se sont affrontés lors d'une interview très intense au Today Show le 24 juin 2005. Au départ, il s'agissait d'une discussion ordinaire sur le film de Cruise, La guerre des mondes, mais les choses ont rapidement dégénéré. Cruise était contrarié parce que Brooke Shields avait parlé de prendre des antidépresseurs après avoir eu son bébé. En tant que scientologue, Cruise pensait que la psychiatrie était une pseudo-science et que les antidépresseurs n'étaient pas de vraies solutions. Il a soutenu qu'il n'existait pas de déséquilibre chimique. Lauer a tenté de le questionner, mais Cruise est devenu plus agressif, affirmant que Lauer n'avait pas tous les faits et qualifiant les opinions de Shields de nuisibles. La discussion est devenue si tendue qu'elle est devenue l'une des interviews les plus commentées à la télévision. Brooke Shields s'est défendue dans un article du New York Times, affirmant qu'elle avait maintenu ses décisions et qu'elle avait remis en cause les convictions de Cruise. Ce moment est devenu un exemple marquant de la contradiction entre l'engagement de Cruise envers la scientologie et les opinions dominantes. Leah Remini, elle-même autrefois scientologue dévouée, a depuis révélé des histoires troublantes sur Cruise. Après que la diatribe de Cruise sur le COVID-19 sur le plateau de tournage de Mission Impossible, cette soit devenue virale en 2020, Remini a affirmé que tout cela n'était que du spectacle. Elle a déclaré que les scientologues ne croient même pas à la pandémie, la considérant comme quelque chose destiné à provoquer des réactions. Elle a également partagé des histoires sur le tempérament de Cruise, notamment un incident où il se serait mis en colère parce que son personnel n'avait pas les bons ingrédients pour les cookies. Sur le plateau de Mission Impossible, le comportement de Cruise aurait poussé 5 membres du personnel à démissionner après une nouvelle crise. Selon Remini, Cruise a été façonné par le leader de la Scientology, David Miscavige, qui l'a transformé en quelqu'un qu'elle a qualifié de dictateur abusif. Elle a également suggéré que les diatribes publiques de Cruise sont planifiées pour le faire paraître héroïque, cachant un côté beaucoup plus sombre de sa personnalité. La relation entre Tom Cruise et John Travolta est également tendue, même si tous deux sont des figures majeures de la Scientologie. Ils se seraient battus pendant des années pour devenir la star de l'Église sous la direction de David Miscavige. Les choses ont atteint un point de rupture en 2008, lorsque Cruise a reçu la plus grande récompense de la Scientologie, le Freedom Medal of Valor. Travolta, dont on avait toujours dit qu'il était le membre le plus fidèle, était furieux. Il a même annulé le mariage de Cruise avec Katie Holmes, qui était un événement majeur dans leur cercle. Des sources proches du groupe ont déclaré que Cruise bénéficiait d'un traitement spécial, comme des cadeaux et un accès direct à Miscavige, tandis que Travolta n'avait pas les mêmes privilèges. Travolta était tellement bouleversé qu'il aurait dicté une lettre exigeant des réponses au sujet de la récompense. Les représentants de la Scientologie ont nié ces allégations, mais la rivalité entre les deux acteurs est difficile à ignorer, et il y a des histoires choquantes sur Tom Cruise dans sa vie privée. En février 2001, Tom Cruise a choqué Nicole Kidman en demandant le divorce, invoquant des différences irréconciliables. Elle ne l'a pas vu venir et cela lui a brisé le cœur. Dans le même temps, sa carrière d'actrice a atteint de nouveaux sommets. 2 ans plus tard, elle remporte un Oscar pour son rôle dans The Hours, mais au lieu de ressentir de la joie, elle est envahie de tristesse. Sa vie personnelle est en miettes, et ce moment semble creux. La nuit où elle a remporté son Oscar a montré à quel point elle souffrait. Elle s'est rendue à la soirée Vanity Fair, tenant dans ses mains le prix que tout le monde rêve de remporter, mais elle n'a pas pu célébrer. Elle est partie tôt. Est retournée à son hôtel et s'est assise par terre pour manger des plats à emporter avec sa famille. Dans ce moment de silence, elle a réalisé ce qu'elle voulait vraiment. « J'ai besoin de trouver l'amour », pensa-t-elle. «
J'ai besoin d'amour dans ma vie. Le divorce n'était pas seulement la rupture entre deux personnes. Il s'accompagnait d'autres difficultés. La Scientology, la religion que pratiquait Cruise, a joué un rôle important. Après leur séparation, l'Église aurait qualifié Kidman de personne oppressive. Cela lui a rendu plus difficile de rester proche des deux enfants qu'elle et Cruise avaient adoptés. Les choses sont devenues encore plus tendues en 2005 lors d'une interview télévisée. Lorsqu'un journaliste a demandé à Cruise si Kidman était de l'amour de sa vie, il s'est mis en colère. « Tu dépasses les bornes. Maintenant, » a-t-il prévenu. « Reprenez vos bonnes manières. » Malgré toute cette souffrance, Cruise et Kidman ont fini par tourner la page. Kidman a trouvé l'amour avec le chanteur country Keith Urban. Lorsqu'il lui a fait la surprise de lui offrir des gardénias pour son anniversaire après seulement 6 mois de relation, elle a su qu'il était l'homme de sa vie. Ils se sont mariés en 2006 en Australie. Cruise, quant à lui, a épousé Katie Holmes, mais même cela ne s'est pas bien passé. En 2012, Tom Cruise et Katie Holmes ont mis fin à leur mariage en un temps record. Leur divorce a été prononcé en seulement 2 semaines, ce qui a choqué tout le monde à Hollywood. En général, les divorces très médiatisés, avec beaucoup d'argent et de biens, prennent des mois, parfois des années. Mais celui-ci était différent. Katie avait tout planifié avec soin. Elle avait même utilisé des téléphones jetables pour parler en secret à des avocats et faire en sorte que sa fuite du mariage se fasse le plus en douceur possible. Il était clair qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. En matière d'argent, Katie a fait des choix intéressants. Elle n'a pas demandé de pension alimentaire. C'est à quoi beaucoup de gens s'attendaient. Elle s'est plutôt concentrée sur leur fille, Suri. Tom a accepté de payer 400 $ par an en pension alimentaire jusqu'à ce que Suri ait 18 ans. Il a également couvert tous ses frais de santé et de scolarité. En plus de cela, un fonds de fiduciaire a été créé pour Suri. Elle aura accès à une partie de ses biens à 18 ans, mais la plupart sont gardés secrets jusqu'à ce qu'elle atteigne la trentaine. Katie a également conservé leur immense manoir de Beverly Hills, d'une valeur de 35 millions de dollars, ainsi que sa collection de bijoux de luxe. Elle en est repartie avec beaucoup de richesses, même sans pension alimentaire. La plus grande surprise a cependant été l'accord de garde. Katie a obtenu la garde physique complète de Suri. C'est une situation rare dans les divorces de célébrités, où la garde partagée est généralement la norme. Elle voulait contrôler la vie quotidienne de Suri, y compris les décisions concernant son éducation et sa religion, et elle l'a obtenu. Tom n'a que des droits de visite. Katie a demandé le divorce à New York, car les tribunaux de cet État sont plus susceptibles d'accorder la garde complète à l'un des parents. C'était une décision intelligente, et cela a joué en sa faveur. Fin 2004, la vie de Nazanin Boniadi a pris une tournure étrange et troublante. L'Église de Scientologie l'a choisie pour une mission secrète, qu'elle a appelée un projet spécial. Au début, elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Ils l'ont obligée à changer de look. Elle a dû retirer son appareil dentaire, se coiffer et même rompre avec son petit ami de longue date. Bientôt, elle apprend la vérité. Elle a été choisie pour être la petite amie de Tom Cruise. Au début, cela ressemblait à un rêve, mais cela s'est rapidement transformé en cauchemar. Boniadi a été emmenée à New York et placée sous surveillance constante. Elle n'a jamais été laissée seule avec Cruise et était toujours entourée de scientologues. Même son apparence n'était pas assez bonne pour Cruise. Il exigeait qu'elle se lime les dents pour avoir une meilleure apparence. Chaque jour, elle était obligée de passer des heures à se débarrasser de toutes les mauvaises pensées à son égard. Le contrôle qu'elle exerçait sur sa vie était écrasant. Elle n'avait pas le droit à l'erreur. Une fois, elle a dit « très bien fait » à Cruise, et cela a été pris comme une insulte, comme si elle pensait qu'il était inférieur à elle. Pour cela, elle a été punie par des séances d'audition intenses et épuisantes. Une autre fois, elle a commis une petite erreur sociale devant le chef de la Scientologie, David Miscavige, ce qui a aggravé les choses. En janvier 2005, leur relation a pris fin soudainement. Boniadi, le cœur brisé et confus, s'est confiée à une amie sur ce qu'elle avait vécu. Au lieu de recevoir du soutien, elle a dû faire face à de sévères punitions. Elle a été obligée de nettoyer les toilettes avec une brosse à dents, de nettoyer le carrelage avec de l'acide et de creuser des fossés tard dans la nuit. On lui a crié dessus. On l'a traité de personne horrible et on l'a obligée à vendre des livres de Scientologie dans la rue. C'était une expérience humiliante et cruelle.
Cette expérience a marqué un tournant pour Boniadi. Elle a fini par quitter la scientologie, prenant ses distances avec l'Église et ses pratiques. Des années plus tard, elle a partagé son histoire avec le FBI, révélant toute l'étendue du contrôle que l'Église exerçait sur sa vie et sa relation avec Tom Cruise.